Chers amis, merci d'abord à Gabriele pour son invitation. Mon intervention s'intitule « Pour une vraie Union européenne ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers camarades, chers amis, l'intitulé de cette intervention surprend. En effet, pour une vraie Union européenne suppose que l'actuelle, voulue par le traité de Maastricht, ne le serait pas. Attachés à ce mirage du passé, l'État-nation, les souverainistes nationaux critiquent l'Union européenne, contestent l'euro et prônent le retrait de cette union continentale plus qu'embryonnaire et toujours aussi chétive. Au-delà de la simple question monétaire, dont fort peu d'Européens arrivent à en maîtriser les arcanes, c'est plus largement l'idée même d'Europe politique qu'ils dénigrent. Les différentes classes politiciennes nationales n'hésitent jamais à attribuer à Bruxelles tous les maux, travers, défauts et dysfonctionnements afin de s'en défausser auprès de leurs électeurs crédules. Il faut reconnaître que les institutions bureaucratiques de la soi-disant UE ne se prêtent guère à la popularité. L'idée européenne paraît bien déficiente pour les peuples d'Europe, en raison de l'intervention d'élites plus tournées vers l'Atlantique et l'Amérique, qui recherchent une Europe bancale, que vers le cœur battant de notre continent, cette fameuse dorsale Rhin-Rhône, ainsi que vers ces contrées danubiennes, orientales et balkaniques, bien trop souvent délaissées. On doit qualifier l'actuelle construction européenne d'idiote. Dans son étymologie, idiotesse, c'est-à-dire vulgaire, sans éducation, sotte, qui ne participe pas à la vie politique de la cité, parce que l'UE n'est pas une police, et refuse même d'en être une, c'est-à-dire une unité politique particulière capable d'accepter les conflits. L'UE repose sur le maintien de la paix entre ses membres, au point de récuser toute notion de politique, tout concept de puissance, toute affirmation de volonté stratégique. Ce n'est pas anodin. L'expression d'Union européenne devait, sinon remplacer, pour le moins compléter l'appellation traditionnelle prévalant depuis 1951, Communauté européenne. Par union, les négociateurs entendaient lui donner un corps politique hybride, explique Jean-Sylvestre Montgrenier, combinant fédéralisme, la Banque centrale européenne et sa gestion de l'euro, et méthode intergouvernementale, PESC et PESD. Communauté n'implique-t-elle pas plutôt une vision apolitique, voire impolitique? Or, une vraie Union européenne ne postule-t-elle pas au contraire l'existence de communautés bioculturelles préalables? Employer le terme de communauté n'est pas anecdotique. Provenant du latin communitas, il se disait en vieux français communité, c'est-à-dire avec unité. Sa polysémie évoque aussi bien un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs, qu'un état caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes ou groupes. On y retrouve les 1001 facettes culturelles, historiques et ethnopsychologiques de la civilisation européenne, notre plus grand bien commun, dorénavant menacé de toutes parts, et en premier lieu par les Européens eux-mêmes. En étudiant les origines de la construction européenne, Antonin Cohen démontre que les termes de communauté proviennent de cercles non conformistes des années 30. Il constate aussi la forte implication autour de Jean Monnet, ce redoutable agent d'influence anglo-saxon, de hauts fonctionnaires, partisans d'une idéologie de troisième voie, entre libéralisme et socialisme, vers une économie de marché organisée hors de toute intervention parlementaire. Il note enfin que les cabinets ministériels français se composaient d'anciens stagiaires de l'école des cadres de la Révolution nationale d'Uriage, près de Grenoble, de 1940 à 1942. Les adversaires de l'UE insistent sur l'influence initiale déterminante de Washington, des milieux atlantistes et des cénacles mondialistes et ou cosmopolites. L'actuelle UE pourrait déboucher sinon sur un illusoire État universel, au moins sur une entité occidentale transatlantique, intégrée, dont l'OTAN et le TAFTA en sont les préfigurations. Aujourd'hui, déclare Régis Debray, l'Europe a le statut d'un dominion. Elle a une souveraineté interne, mais pas de souveraineté externe. Cela convient très bien aux Européens qui ont construit l'Europe pour n'avoir plus à affronter le monde tragique des conflits de puissance. Notre intention d'alter-européen entend au contraire conduire la construction européenne sur une ligne nationale révolutionnaire éprouvée.
Par-delà toutes ces nuances possibles et imaginables, ce grand courant s'inscrit avec constance dans la revendication européenne. Massimo Magliaro rappelle dans le numéro 11 des cahiers d'histoire du nationalisme consacré au MSI qu'en avril 1985, le groupe des droites européennes, présidé par Jean-Marie Le Pen, tenait à Rome 2 séminaires sur le terrorisme, l'émigration, l'adhésion prochaine de l'Espagne et du Portugal, ainsi que la perspective d'une monnaie européenne. Avant la chute du mur de Berlin, et parce que même l'indépendance de la France est conditionnée par la poursuite coûte que coûte de la construction européenne, missinistes et frontistes envisageaient une monnaie et une armée européenne. Au début des années 1990, le directeur de la revue flamande Tekos, Luc Pauwels, s'interrogeait. Le mur de Berlin est-il tombé trop tôt? Il répondait immédiatement que la question joue de cynisme. On ne peut souhaiter que les Allemands aient vécu un jour de plus que nécessaire dans la division et sous la dictature de la RDA. Du point de vue humain, le communisme s'est naturellement effondré beaucoup trop tard. Mais d'un point de vue politique, il s'avère de plus en plus avoir joué un rôle malheureusement irremplaçable dans la motivation de nombreux Européens à l'édification d'une Europe politiquement unifiée. Une vraie Union européenne suppose l'emploi d'un autre vocabulaire. Ainsi, Jean-Sylvestre Montgrenier suggère-t-il de renoncer à construction européenne pour politogénèse européenne. L'auteur la définit comme la genèse des entités politiques ou policies, que ces entités soient subétatiques, étatiques, supraétatiques ou qu'elles recouvrent d'autres formes politiques et institutionnelles. Réalité de longue durée s'articulant sur une antique parenté culturelle et historique, l'unification politique et militaire des peuples et nations d'Europe relève d'une politogénèse. L'expression pourrait avantageusement remplacer celle de construction européenne par trop empreinte de conception artificialiste. Des détracteurs pourraient accuser les organisateurs de ce colloque ainsi que ses intervenants de marcher en douce pour le nouveau président de la République hexagonale, Emmanuel Macron. Au cours de la campagne présidentielle, n'a-t-il pas défendu une plus grande intégration de la zone euro, avec un ministre européen des Finances, ou, s'il suit la proposition de l'économiste socialiste Thomas Piketty, une assemblée de la zone euro en attendant le prélèvement d'un impôt européen? Le problème pour ces propositions demeure leur économisme, ce grand mal de la politogénèse européenne. Oui, l'Europe a été réduite à un programme minimum économique, souligne Luc Pauwels, et est porteuse de tous les vices propres à l'idéologie libérale. Cette Europe économique unidimensionnelle n'a d'autre finalité que le marché. On peut lui associer les stupides droits dits humains qui transforment notre continent en terre d'accueil obligatoire pour une immigration de peuplement venue du Sud. Après le rejet atlantiste des plans Fouchet en 1961-62, qu'approuvait le général de Gaulle, privé de vision stratégique, le projet européen se technocratise sous la férule de Bruxelles, remarque Adrien de Suin. Puis c'est l'entrée du cheval de Troie britannique. D'élargissement en élargissement, l'Europe se dilue et s'enfonce dans les méandres de l'économisme et du libre-échange. Le projet d'indépendance politique et militaire est caduc. Pierre Mendès France disait qu'il fallait faire l'Europe sans défaire la France. Mais la France renonce à des pans entiers de sa souveraineté sans qu'une véritable souveraineté européenne émerge. Nous devons par conséquent donner à la question européenne non pas une solution strictement nationale ou indépendantiste régionaliste, mais une réponse audacieuse, d'autant que le monde d'avant ne reviendra plus en Europe, avertit Michel Geoffroy. L'individualisme libéral-libertaire et le grand remplacement l'ont tué. Ce n'est ni un ministre européen de l'euro, ni un nouveau Parlement que l'Europe a besoin. Elle a besoin d'une approche militaire de dimension continentale. Le chef du gouvernement national conservateur hongrois, Viktor Orban, que le parti médiatique occidental accuse de tous les méfaits, réclame une véritable concertation militaire européenne qui soulagerait au final le cœur battant de l'Euroforce à venir, qui est l'armée française. Il est enfin entendu, puisque le Conseil de l'UE a formellement adopté, le 8 juin dernier, un organisme appelé Capacité militaire de planification et de conduite, rattaché au fameux état-major de l'UE, longtemps refusé par Londres. Installée à Bruxelles, cette nouvelle structure planifiera et conduira en liaison avec l'OTAN les missions militaires de l'UE en Somalie, en Centrafrique et au Mali. L'enjeu militaire est primordial, au moment où l'Europe s'est repliée sur son aire géographique,
rapporte Julien Freund, et elle n'assume plus l'hyperium. Or, déjà en 2002, un lecteur de l'hebdomadaire bien-pensant Marianne s'interrogeait. Quel budget les citoyens des pays de l'Union européenne sont-ils prêts à consacrer à une politique de défense? Pas grand-chose. Parler d'une défense européenne est un oxymore, assène Régis Debray, hélas qui ne dupe que les myopes ou les rhéteurs. Pourtant, dès 1984, Michel Joubert, ancien ministre de Georges Pompidou et de François Mitterrand, favorable au ni droite, ni gauche, ni centre, évoquait des parapets de l'Europe, c'est-à-dire le développement d'une industrie européenne dans tous les secteurs de pointe, la mise en œuvre d'une politique culturelle appuyée sur la pluralité de nos langues et de nos civilisations, le lancement d'une politique d'indépendance en une défense commune qui dépend de l'effort européen. Engoncé dans son clivage moderne républicain-démocrate, Régis Debray ne comprend pas qu'une véritable défense européenne n'est possible et même souhaitable que dans le cadre d'un impérium retrouvé. Ni République française, ni ONU, c'est un empire au sens traditionnel et géopolitique du terme qui redressera l'Europe. Certes, Régis Debray a raison de dire qu'il ne voit pas, je cite, les jeunes Européens accepter de mettre leur vie en jeu pour un idéal. Ne sommes-nous pas brouillés avec le sacré qui seul permet le sacrifice? À nous de leur insuffler cet esprit givré qui étouffera enfin l'idéologie des Lumières, du progrès et de la modernité. Louis Pauwels estimait que si l'Europe peut se doter d'un projet historique, c'est qu'elle possède une communauté d'origine. Les États européens peuvent former un ensemble parce qu'ils ont un long vécu historique commun qui les a fait s'interpénétrer profondément. Les racines plongent dans un modèle culturel initial qui met la souveraineté dans le spirituel, l'esthétique et les vertus chevaleresques. Oui, abandonnons l'UE, cette forme politique qui s'est donné notre aspiration à la chaise longue et au bonheur de quitter l'histoire, se désole encore Régis Debray, afin de renouer avec la communauté originelle des albo-européens et de concevoir ce que Maurice Bardèche nommait dès 1951 une Europe cuirassée. La véritable unité de l'Europe doit être articulée sur un projet ambitieux qui transcende les nations, insiste Julien Freund. Le seul principe fédérateur étant de type militaire, peut-être l'Europe se fera-t-elle dans la bataille. L'Europe n'existera politiquement que dans la mesure où elle pourra assumer seule sa propre sécurité. Dans ce domaine essentiel, on ne peut indéfiniment s'en remettre à d'autres. Qui désignera notre ennemi commun? Nos soi-disant élites humanitaristes, faibles et émotives? Les circonstances? Nous, habituels réfractaires au consensus bien-pensant? Et qui sera cet ennemi? L'états-unien? L'islamiste? Le mondialiste? Le russe? Le chinois? Le bourgeois en marche sur lui-même? L'immigré? Le financier cosmopolite? L'africaine enceinte chaque année? À moins que ce soit l'Européen moyen, si bien décrit par Constantin Léotieff, cet ectoplasme au trait européen surconnecté avec tout le monde et dont les paroles sont pauvres et dérisoires. Mais comment arrêter la fureur de communication stérile, écrivait le russe, qui saisit les Européens? Comment satisfaire ces circuits enfiévrés de routes, de télégraphes, de bateaux, de conquêtes agronomiques, de voyages utilitaires, etc., dans des conditions de progrès paisibles sans envisager la chute ou la ruine de civilisations trop anciennes? Qu'aurait-il écrit à propos d'Internet, de Facebook, de Twitter, d'Instagram et d'autres réseaux dits sociaux et franchement égotiques? Cet univers numérique transmis par satellite se superpose et s'insère dans la vie quotidienne réelle, ce qui accélère la mutation psycho-anthropologique de l'Européen. Celui-ci s'enferme dans une bulle virtuelle d'où il se croit le maître de ses réseaux, sans même comprendre qu'il se fourvoie dans un labyrinthe de passivité. Contre la douceâtre torpeur des écrans, le retour au réel se concrétise par quelques initiatives. L'accueil de camarades européens, des invitations aux solstices d'été, aux réunions familiales, aux fêtes de village, la multiplication des traductions d'articles et de livres. L'union véritable des peuples européens ne passera donc pas par le rapprochement continu et régulier des activités économiques, la concurrence des salaires et des produits, la course à la croissance et la productivité, l'imposition des normes dans la vie courante et la tyrannie des taux d'intérêt. Elle ne passera pas non plus par une éventuelle adhésion citoyenne aux valeurs de la démoplutocratie oligarchique, du laïcisme et des droits de l'homme. Outre l'histoire et la géographie,
la vraie entente des albo-européens se matérialisera autour de programmes industriels et techniques ambitieux. Pensons à de grands travaux d'infrastructures à la fois performantes et écologiques. Saluons Erasmus, qui poursuit la tradition universitaire itinérante du Moyen-Âge. Mieux développé, ce programme contribuerait presque totalement à la réalisation d'une communauté culturelle européenne, note le prix Nobel d'économie Maurice Allais, sans laquelle un fonctionnement efficace de toute Europe politique se révélera finalement impossible. Se posera alors le dilemme de la langue. En attendant la traduction simultanée par intelligence artificielle, quelle langue véhiculaire les Européens doivent choisir? L'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le russe, le grec, le latin, l'indo-européen reconstitué? Et pourquoi pas l'europo, inventé par Robert Bain? Une fois ce problème majeur résolu, il faudra ensuite lui accorder une large diffusion. La réinfosphère est un bon début dans la guerre contre la désinformation médiatique dominante. Mais elle doit, elle aussi, changer et proposer au public des contenus formateurs, mini-séries radiophoniques ou télévisées, bandes dessinées, romans pour la jeunesse, pièces de théâtre, chansons de variété, jeux, compétitions sportives enracinées, etc. Ces entreprises culturelles sont vitales. En réalité, seule une communauté politique et culturelle peut aujourd'hui assurer la sauvegarde effective d'un vrai patriotisme, indique encore Maurice Allais. L'union des peuples libres de l'Europe constitue probablement aujourd'hui la seule garantie effective de leur autonomie nationale dans ce qu'elles ont réellement valable, et ce n'est qu'en surmontant leurs divisions et en renonçant à une souveraineté absolue, qui en réalité n'est plus que fictive, qu'ils pourront effectivement sauvegarder leur diversité. Athéna concilie bien les armes et la culture. La vraie Union européenne s'ordonnerait autour de quelques symboles pertinents, l'inclusion des 12 étoiles dorées sur les drapeaux nationaux, ou un terme définitif à la dispersion géographique des lieux de pouvoir eurocratique entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, en regroupant toutes les institutions européennes sur un territoire communautaire qui soit propre à l'Union européenne et indépendant de tout pays membre, propose encore Maurice Allais. Ce territoire devrait être constitué par des zones contiguës attribuées à l'Union européenne par certains de ses membres et sur lesquelles elle exercerait sa souveraineté. Compte tenu des données historiques, géographiques et démographiques, une implantation raisonnable pourrait se localiser dans la région des trois frontières, à cheval sur l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Cette zone pourrait comprendre environ 400 km². On pourrait même lui adjoindre l'ancien territoire neutre de Moresnet, aujourd'hui belge. La vraie union des Européens procédera d'une confédération géopolitique et militaire des communautés enracinées, nationales et populaires. Car l'ambiguïté du souverainisme nostalgique tient au fait que la souveraineté sans la puissance ne conduit à rien, assure Michel Geoffroy. Or, dans un monde multipolaire, la puissance en Europe n'est plus nationale, mais continentale. Certains en ont le vertige, pas nous. Toutefois, prenons garde de ne pas nous enliser dans de vaines querelles institutionnelles. En réalité, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'institutions, mais de formes, explique le comité invisible. Or, il se trouve que la vie, qu'elle soit biologique, singulière ou collective, est justement création continue de formes. Informons l'idée européenne en étudiant l'Union indienne. Toute référence a bien sûr ses imperfections. L'Inde du Premier ministre fédéral nationaliste hindou, Narendra Modi, parvient néanmoins à conjuguer unité politique et diversité culturelle. Je formule ici le vœu que ce colloque et le réseau européen qui en est à l'initiative puissent constituer bientôt l'équivalent européen du RSS, le Rashtriya Swayansevat Sangh, ou Organisation volontaire nationale, cette remarquable coordination des mouvements nationalistes hindous. À quand donc un ordre européen politico-mystique, comme le demandait Dominique Vénère, ou une organisation volontaire continentale? La civilisation dans laquelle nous vivons se perd irrémédiablement. Plutôt que de verser dans une nostalgie futile, prenons-en acte. Prévoyons dès maintenant de nouvelles formes civilisationnelles, celles des Européens unis. Peut-être échouerons-nous, soit. Nous sommes nés à ce temps et devons poursuivre avec vaillance, jusqu'au terme fatal, le chemin qui nous est tracé, concluait en 1931 Oswald Spengler.
Il n'y a pas d'alternative. Notre devoir est de nous incruster dans cette position intenable, sans espoir, sans possibilité de renfort. Tenir à l'exemple de ce soldat romain dont le squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l'éruption du Vésuve, mourut à son poste parce qu'on avait omis de venir le relever. Voilà qui est noble, voilà qui est grand. Un fort bel exemple d'esprit hautement européen qui est le nôtre, toujours et partout. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades, chers amis, en avant, prenons enfin d'assaut le destin européen qui nous attend. Je vous remercie.